zombies. Vous les avez vus au cinéma. Les zombies sont les monstres les plus effrayants de l'histoire. Vous les avez tués dans les jeux vidéo. Dans la littérature, dans les films, les jeux vidéo, où que vous regardiez, il y a des zombies. La mort nous effraie, les morts vivants encore plus. Tombeaux souterrains, inhumation dans des cercueils scellés était notre façon de faire en sorte que les morts restent avec les morts. Un moyen de nous séparer définitivement d'eux. Notre peur est bien réelle. Et les zombies, y a-t-il une part de vérité dans leur histoire ? Chaque culture crée sa propre version du mort-vivant. Nous le voyons légende après légende, le Xijiang et le drogueur, les revenants et les ghouls, nous voyons les morts qui ont été lésés. Ils veulent répondre à ce tort en nous attaquant. Pas de couteau, ni d'arme à feu. C'est à coups de mâchoire qu'ils nous dévorent. Les zombies ont toujours faim. C'est la caractéristique distinctive du zombie moderne. Il n'en a jamais assez. Nous avons une peur primaire d'être pris pour des aliments. Peu importe notre place dans l'histoire, nous avons toujours eu la conviction prédominante que peu importe ce que l'on fasse, on ne mangera surtout pas d'humains. Ils nous envahissent dans les films. Mais la réalité peut-elle rejoindre la fiction ? Il y a eu tout au long de l'histoire des maladies qui imitaient le comportement du virus du zombie. La vraisemblance est là. Il y a la crainte qu'en jouant avec la science, nous sommes en fin de compte en train de jouer avec notre propre destin. L'homme a-t-il déjà été trop loin ? Il y a beaucoup d'agents pathogènes différents, de parasites, de combinaisons de maladies facilement transformables en armes et qui pourraient créer une peste zombie. L'inimaginable pourrait bien arriver. Une invasion zombie. Vous ne serez jamais seul devant un zombie. Il y en aura toujours des milliers ou des millions face à vous. Même nos gouvernements élaborent des stratégies de survie. Quand ils sont venus m'interroger, je leur ai dit qu'il fallait créer un groupe de travail sur les zombies et qu'il fallait penser à une manière d'encourager la population à réfléchir à sa préparation personnelle. Êtes-vous prêts ? Et si l'invasion avait déjà commencé ? Floride, Miami, le samedi 26 mai 2012. Jusque-là, rien d'exceptionnel sur cette vidéo de surveillance. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, une voiture de police, plusieurs, et surtout 2 hommes étendus sur le passage piéton d'une voie rapide. Rudy Eugène, 31 ans, est l'un d'entre eux. Ce jour-là, il erre, nu, dans les rues de Miami. Quand tout à coup, il se jette sur un SDF pour le dévorer. À l'arrivée de la police, les 3/4 de son visage sont arrachés. Un œil, son nez, sa bouche. Pourtant, Rudy Eugène ne lâche pas prise. Il ne faudra pas une, mais plusieurs balles pour que les policiers parviennent à abattre celui que l'on surnomme le zombie cannibale de Miami. Je lui ai dit d'arrêter, mais il continuait de manger l'autre type. Il m'a regardé avec des morceaux de chair dans la bouche. Il grognait comme un animal. On aurait dit un zombie, du sang dégoulinait. Le truc le plus proche que j'ai jamais vu, The Walking Dead. Rudy Eugène était dans un état second. Sa force était décuplée, la température de son corps extrêmement haute et sa faim insatiable. Ronald Popo, la victime, est toujours hospitalisé dans un état critique au Jackson Memorial Hospital. Que s'est-il passé ce jour-là ? Rudy Eugène n'avait aucun antécédent de cannibalisme. Rudy et moi n'avions jamais parlé de cannibalisme ou de vaudou. On regardait un feuilleton télévisé chrétien tous les matins. On étudiait la Bible ensemble. On voulait se marier et je pensais qu'il aurait fait un bon père pour mes enfants. Selon sa compagne, Rudy était innocent. Il aurait agi sous une malédiction vaudou ou sous l'emprise d'une drogue encore inconnue. Et les autres alors ? Dans le Maryland, un étudiant a reconnu avoir mangé le cœur de son colocataire. Dans le New Jersey, un homme s'est poignardé avant de jeter ses propres intestins au visage des policiers. Depuis l'affaire de Miami, les cas de morts-vivants affluent. Le terme zombie apocalypse est la 3e recherche la plus utilisée sur Google aux États-Unis. Alors, doit-on sérieusement considérer la possibilité d'une invasion zombie ? La mort est la peur ultime de l'homme. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant.
Quand le mort revient à la vie et qu'il devient notre pire cauchemar, le zombie. Tout ce qui est propre à l'homme a disparu. Ils semblent humains, mais ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont inlassablement poussés à manger de la chair humaine, mais ne sont jamais rassasiés. C'est vraiment un fléau. C'est comme si vous étiez au milieu d'un essaim d'insectes. Vous êtes encerclés et il n'y a pas d'issue. Ils représentent ce dont nous avons le plus peur. Ce qui les rend si effrayants est le fait qu'il ne s'agit pas juste de zombies, mais d'une foule. Vous ne pouvez pas les distancer, vous ne pouvez pas tous les tuer. La seule raison pour laquelle ils vous poursuivent est parce que votre cœur bat. C'est absolument terrifiant. Les morts-vivants sont effrayants, car ils représentent non seulement notre propre mort, mais surtout celle de la civilisation entière. Tous les monstres essaient de détruire l'être humain à titre individuel. Les zombies sont, eux, de la race humaine. Pour comprendre les zombies, il faut d'abord connaître leur histoire. Notre zombie contemporain vient d'un film réalisé en 1968 par un réalisateur encore inconnu du nom de George Romero, La Nuit des Morts-Vivants. George Romero a réécrit le livre des zombies. Il a transformé les zombies en créatures apocalyptiques. Il voulait un monstre sans une définition propre. Il créa donc une créature qui n'avait pas nécessairement d'explication spécifique sur ses origines. La vision de Romero sur une invasion zombie répondait à une peur ancestrale des Américains en 1968. Ce qui commença par un film d'horreur à petit budget est devenu un film à sensation internationale. Aujourd'hui, les zombies de Romero reviennent de l'au-delà, en nombre toujours plus grand. Plus de la moitié des films de zombies ont été réalisés depuis le 11 septembre 2001. Dans la littérature, au cinéma, dans les jeux vidéo, où que vous regardiez, il y a des zombies. Ils sont enracinés dans notre culture. Mais Romero n'a pas inventé le zombie. La créature existe depuis que l'homme a marché sur Terre. Les zombies ont fait leur apparition dans l'un des plus vieux textes littéraires, l'épopée de Gilgamesh. Dans l'un de nos plus vieux textes, l'épopée de Gilgamesh, Ishtar dit « Je ressusciterai les morts et ils se nourriront des vivants. Les morts seront plus nombreux que les vivants. » C'est une apocalypse zombie. Le terme zombie signifie cadavre qui bouge. Il vient de la religion vaudou haïtienne qui puise ses racines en Afrique de l'Ouest. Historiquement, un zombie est enraciné dans la culture vaudou. C'est une personne dont l'esprit est contrôlé par quelqu'un d'autre et qui agit comme un esclave. Le zombie vaudou originaire d'Afrique et finissant à Haïti est très différent du zombie de Romero. Le mot zombie se réfère techniquement au traditionnel zombie du vaudou haïtien. Cela n'a rien à voir avec la culture de la horde, virale, affamée, carnivore, que nous appelons maintenant zombie. Revenons en arrière, dans le passé. La plupart des grandes civilisations avaient peur des créatures revenant de l'au-delà. En Chine, les morts-vivants sont appelés Jiangshi. Le Jiangshi est un monstre fascinant et terrifiant du folklore chinois. C'est un fantôme affamé qui revient pour dévorer les vivants. Ce fantôme revient non seulement pour attaquer les vivants, mais aussi sa propre famille, comme pour se venger de ne pas avoir été enterré dignement. Comme dans beaucoup de cultures, les Chinois ont des rites mortuaires. Ils permettent de s'assurer que les morts puissent passer en paix dans l'autre monde et qu'ils ne reviennent pas hanter les vivants. Dans un enterrement bâclé, l'esprit stagne. Il s'attarde ici, tourmenté, et à son tour tourmente les responsables de son ensevelissement au moment de sa mort. Comme notre zombie, le Jiangshi attaque les vivants avec un acharnement terrifiant. Il est très difficile de l'arrêter. Sa rage est une forme de rage pure, si je puis m'exprimer ainsi. Et pendant que notre zombie chinois revient pour punir les vivants, dans le folklore arabe, devenir zombie était une punition pour avoir vécu sans moralité. La créature était appelée une goule. La goule est un démon femelle. La plupart du temps, c'était le démon d'une femme. C'était quelqu'un tombé en disgrâce, quelqu'un qui avait vécu dans le péché. Dans les plus vieilles légendes, le démon était une prostituée. Elle se cachait dans le désert et appelait les hommes, un peu comme une sirène,
puis elle reprenait son état naturel qui était celui de monstre dévorant et horrible. La goule avait une allure si fascinante que Romero donna son nom aux zombies de la nuit des morts vivants. Mais l'ancêtre le plus effrayant des zombies venait sans doute de Scandinavie. C'était un revenant viking à l'appétit insatiable pour la chair humaine, le Draugr. Les Draugr étaient très connus dans la mythologie nordique. C'étaient des personnes revenues de l'au-delà comme des machines que l'on ne pouvait arrêter. La seule chose à faire était de les tromper pour qu'ils retournent sous terre. Le zombie conserve un certain degré de sa propre intelligence, ce qui le rend un peu plus effrayant, car il sait ce qu'il est et se complaît dans ce qu'il est. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est un héros avec une force colossale. Donc notre héros moyen finira en repas pour le monstre. Le Draugr nordique est le plus sauvage des zombies de l'histoire. Mais la créature la plus proche de notre zombie moderne était le revenant d'Europe de l'Ouest. William de Newburgh, pasteur anglais du XIIe siècle, est le premier chasseur de zombies de l'histoire. Il a écrit sur les esprits devenus des morts vivants et qui doivent se nourrir des humains. Ils ne savent peut-être pas pourquoi et nous ne le savons certainement pas non plus. William de Newburgh fut l'un des premiers à essayer de comprendre pourquoi. Pour William de Newburgh, les revenants n'étaient pas juste une légende. Ils existaient vraiment et avaient pour mission de nous détruire. Il écrivit « Il est difficile de croire que des cadavres sortent de leur tombe, mais il y a de nombreux cas attestés par de nombreux témoignages. » Ces écrits sont devenus très importants pour l'Église parce qu'ils représentaient un moyen d'essayer de comprendre, d'identifier et finalement d'exterminer ces monstres qui revenaient pour nous empoisonner la vie. Ils voulaient savoir s'il y avait un moyen de comprendre ce besoin horrible, parce que dans ce cas, nous pourrions peut-être essayer de l'arrêter. Pour comprendre les zombies, il faut commencer par la fin, avec la mort. Soit une des plus grandes craintes de l'être humain. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, peu importe votre culture ou votre histoire, nous comprenons tous la mort. Tout le monde meurt, tout meurt et nous avons peur de cela. Mais cette peur est en fait assez logique. Les cadavres sont mauvais pour la santé. Ce qu'il advient d'eux après la mort n'est pas un mystère. Les cadavres exposés à l'environnement peuvent polluer le réseau d'eau. De nombreuses maladies peuvent se transmettre en conséquence. Quelle que soit la façon dont le corps est constitué, celui-ci se décompose en plus de 400 sortes de produits chimiques, dont certains sont très aromatiques. Vous avez peut-être entendu parler de l'odeur de la mort. Une fois que vous l'avez senti, vous ne pouvez jamais l'oublier. Compte tenu de la réalité physique des cadavres, les êtres humains apprennent à se débarrasser de leur mort rapidement. Un des premiers exemples de l'histoire de la sépulture a été trouvé dans la grotte de Pont-Newydd au Pays de Galles, où des restes ont été délibérément placés il y a environ 225 000 ans. Le moment où nous, en tant qu'espèce, avons commencé à enterrer les morts très soigneusement, en respectant le fait qu'ils avaient été en vie et en respectant leurs menaces potentielles, a été la pierre angulaire de la civilisation. Les civilisations ont des rites funéraires pour s'assurer du traitement approprié des morts, mais aussi pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Tombeaux souterrains, inhumation dans des cercueils scellés, était notre façon de faire en sorte que les morts restent avec les morts, un moyen de nous séparer définitivement d'eux. En 2009 en Irlande, des archéologues ont déterré les squelettes de 2 hommes datant du 8e siècle. On les a trouvés avec des pierres dans la bouche. Les archéologues pensent qu'ils ont été enterrés de cette façon afin de les empêcher de manger les vivants. Pour un grand nombre de croyances, il existe des situations où les hommes mettaient des briques dans la bouche des morts pour les empêcher de mordre. Les empêcher d'utiliser leurs armes principales était primordial. Tout au long de l'histoire,
de nombreuses cultures ont pris la menace des revenants au sérieux. En grec ancien, un mot a même été inventé pour cela. Maskalismos. Maskalismos est un mot de l'ancien grec qui signifie mutiler le corps pour qu'il ne revienne pas d'entre les morts. Parfois, on enlevait les organes internes, cœur, foie, cerveau, toutes choses pouvant empêcher les fonctions vitales du corps de fonctionner. Un grand nombre de ces rituels s'éternisent et se transmettent également d'une culture à l'autre. Les Chinois craignaient tellement les morts vivants qu'ils ne prenaient aucun risque. Ils attachaient physiquement chaque cadavre avant l'inhumation. Selon la coutume chinoise, un corps bien enterré est lié de telle sorte qu'il ne puisse pas bouger. Il est même souvent cloué dans le cercueil. L'idée était de l'enfermer dans ce qui représentait avant tout son chariot pour l'autre monde. Les fixations, si elles sont faites correctement, maintiennent le corps dans le cercueil. Si elles sont faites avec la moindre erreur, elles créent un monstre qui continuera à attaquer et qui devra être arrêté, comme vous l'imaginez, par une combinaison de rituels, de magie et de force. Dans les traditions nordiques, au lieu de lier le cadavre, des rituels avaient été créés pour embrouiller les morts. Les Scandinaves avaient une porte pour les cadavres. Le corps était sorti de la maison les pieds en premier, de telle sorte qu'il ne puisse pas se retourner et regarder la maison d'où il venait. Il venait vous chercher et vous sortez par une porte de la maison. Il scellait ensuite cette porte de sorte que si vous reveniez d'entre les morts, vous ne seriez plus en mesure de trouver votre chemin. La porte aurait disparu. Cela ressemble à de la superstition médiévale, mais la pratique a continué pendant des siècles. Tout au long du 19e siècle et même au début du 20e siècle, il était très courant en Europe et même dans certains endroits des Amériques qu'on sorte les morts hors de leur maison les pieds en premier. Comme cela, la personne décédée ne pouvait pas regarder derrière elle et voir quelqu'un dans la maison pour l'attirer dans le monde souterrain. Même aujourd'hui, beaucoup de nos rites funéraires modernes naissent de la croyance des morts vivants. Après tout, les cercueils sont fermés de l'extérieur. Nous n'avons pas vraiment besoin de boulonner quelque chose qui va rester 6 pieds sous terre, mais nous le faisons de toute façon. Une part de nous est effrayée par la possibilité que quelque chose sorte, et nous voulons nous assurer que ces rituels ont toute l'attention requise pour que rien ne se passe. Selon une croyance largement répandue chez l'homme, lorsque nous ne traitons pas les morts avec respect, ils reviennent pour se venger. Nous le voyons légende après légende, le Shijiang et le Draugr, les revenants et les ghouls, nous voyons les morts qui ont été lésés. Ils veulent répondre à ce tort en nous attaquant. Pourquoi les morts veulent-ils se venger? Qu'avons-nous fait pour mériter leur colère? Dans beaucoup de cultures, les morts sont considérés comme étant malheureux, en particulier d'être morts. C'est qu'ils sont conscients qu'on leur refuse la vie et ils reviennent chasser les vivants parce que le monstre, le fantôme ou le revenant ne possède plus la vie. L'idée que les morts pourraient vouloir se venger des vivants remonte à des milliers d'années. Les gens pensaient qu'il y avait de bonnes et de mauvaises morts. Une mauvaise mort empêchait le défunt de poursuivre son chemin. La bonne mort ouvre la porte de l'autre monde. La mauvaise mort la ferme et enferme le mort verrouillé ici. Ceci est la base de beaucoup de nos croyances sur les monstres, en particulier la croyance sur le zombie, selon laquelle une mauvaise mort force l'esprit à rester ici en colère et assoiffé de vengeance. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise mort? Une fin atroce, un mauvais type de sépulture ou une vie de péché? S'il y a quelque chose qui déforme la vie de cette personne ou la mort de cette personne, ils sont liés à la terre et ils sont entraînés par cette faim insatiable. Une fois sortis de la tombe, les zombies n'ont qu'une seule idée en tête. Ils veulent de la nourriture. À l'aide! À l'aide! Que s'est-il passé? Il a été mordu! Et il n'y a qu'un seul plat sur le menu. Un grand nombre d'auteurs, dont moi, ont tenté de comprendre pourquoi un zombie a besoin de manger. Selon moi, il a besoin de manger pour continuer à fonctionner. Ça lui apporte des protéines, donc de l'énergie. Mais beaucoup pensent que le zombie mange parce qu'il essaye de détruire la vie. Le zombie moderne chasse les êtres humains et se délecte de leur chair. Sa faim est insatiable.
Les zombies ont toujours faim. C'est la caractéristique distinctive du zombie moderne. Ils n'en ont jamais assez. Nous ne savons peut-être pas pourquoi ils veulent notre chair. Mais cette faim nous mène directement à l'un des plus forts tabous de l'homme, le cannibalisme. Le problème du cannibalisme est énorme pour nous, les êtres humains. En partie à cause du dégoût, de la peur, mais aussi à cause de son lien avec ces choses dont nous avons peur dans le noir. Nous avons une peur primaire d'être pris pour des aliments. Peu importe notre place dans l'histoire, nous avons toujours eu la conviction prédominante que peu importe ce que l'on fasse, on ne mangera surtout pas d'humains. Le cannibalisme a marqué l'histoire. Déjà dans les mythes de la Grèce antique, le tout-puissant dieu Cronos a mangé son fils aîné pour l'empêcher de s'emparer du trône. Cronos avait renversé son propre père pour s'emparer du monde. Il était assez intelligent. Il s'est dit « Mes enfants vont essayer de me renverser ». Alors pour éviter cela, il les a mangés. Cronos a déjà mangé ses 5 premiers enfants lorsque le 6e naît, Zeus. La femme de Cronos décide cette fois de cacher le bébé. Plus tard, Zeus reviendra pour tuer son père. La morale de l'histoire est claire. Le cannibalisme ne peut être toléré, et en particulier lorsque cela touche des membres de votre propre famille. Le message dominant du cannibalisme dans la mythologie grecque n'est jamais positif. On revient toujours pour vous mordre au sens propre du terme. Le cannibalisme n'apparaît pas seulement dans les mythes, mais aussi dans des événements bien réels. La plupart des sociétés l'interdisent. Mais quand une personne mange d'autres personnes, elle sait qu'elle viole plus que la loi. Un instinct humain. L'un des épisodes les plus sombres de l'histoire américaine est basé sur le cannibalisme. Le sort terrible réservé à l'expédition d'honneur prouve que des circonstances extrêmes peuvent faire tomber n'importe qui dans le cannibalisme. L'expédition d'honneur a été le pire voyage au monde. Ils sont partis en 1846 vers l'ouest, en Californie. Le train des 85 colons a commencé à traverser les montagnes de la Sierra Nevada. Ils se retrouvent piégés là-bas pendant l'hiver et ils ne peuvent pas en sortir. Finalement, ils succombent à la famine. La moitié de l'expédition est morte, mais l'autre moitié a eu recours à une tactique de survie désespérée. Ils ont mangé les morts. Nourris par leurs compagnons de voyage, 48 colons se sont échappés des montagnes. Mais une fois de retour chez eux, ils se sont retrouvés exclus. Après s'être échappé, il y a eu cette stigmatisation dont les survivants n'ont pas pu se défaire. Si vous avez mangé de la chair humaine une fois, vous allez le refaire. L'expédition d'honneur a choqué le pays. Lorsque notre survie est en jeu, toutes les règles de la société disparaissent. Si vous brisez un tabou, vous deviendrez socialement frappé d'autarcisme. Il n'est pas nécessairement important d'être puni par l'État. À certains égards, dans certaines sociétés, vous aurez simplement cessé d'exister. En temps de famine, vous ne voulez pas que les gens se dressent les uns contre les autres. Quand les gens ont faim, ils mangent n'importe quoi. Mais la survie n'est pas la seule raison au cannibalisme. Au 19e siècle, il y a eu quelque chose d'encore plus sinistre. 1879, Alberta, Canada. Après un hiver long et rigoureux, les travailleurs d'une mission catholique sont surpris par un aborigène nommé Swift Runner. Il affirme que sa famille est morte de faim, mais la police découvre rapidement la vérité. Il a égorgé et mangé sa femme, ses 6 enfants, sa mère et son frère. Une fois capturé, Swift Runner a affirmé être possédé par un esprit, le Wendigo. Le Wendigo était censé être l'esprit qui vous infectait si vous aviez mangé des humains et vous deviez continuer à en manger pour survivre. À ce stade, la faim vous possédait et vous ne pensiez tout simplement à rien d'autre qu'à la chair humaine. Après la pendaison de Swift Runner, plusieurs cas de possession cannibale ont été signalés à travers la région. Partout au Canada, les gens étaient saisis par la peur du Wendigo, une créature qui a le pouvoir de libérer le zombie qui est en vous. Cette obsession a désormais un nom, la psychose Wendigo, qui vient de ce folklore d'origine amérindienne. Vous ne seriez pas en mesure de vous arrêter, vous devrez continuer à manger de la chair humaine pour survivre. Ça deviendrait votre raison d'être, presque comme un zombie dans la mesure où vous n'auriez plus de contrôle sur vos actes. Plus récemment, un autre homme poussé par le désir de chair humaine a ravivé l'horreur des zombies.
C'était en juillet 91. La nuit était tombée quand la police de Milwaukee est entrée dans cet appartement. Difficile d'imaginer ce qu'ils y ont trouvé. Un congélateur avec à l'intérieur des parties de corps humain dont 3 têtes coupées. 2 crânes ont également été trouvés dans une marmite et 3 torses dans un grand tonneau en plastique. Terrifié, un jeune homme avait arrêté une voiture de police et dit aux forces de l'ordre qu'il avait été enlevé par le propriétaire de l'appartement. Si lui a eu la chance de s'échapper, les résidents de Milwaukee ont appris plus tard que jusqu'à 17 jeunes hommes étaient morts dans ces lieux. Un mélange de maisons d'abattage et de chambres de torture. Ils ont tous été tués au cours d'une période de 13 ans par Jeffrey Dahmer. Il démembrait les corps, les cuisinait avant d'en manger certains morceaux. Jeffrey Dahmer voulait le pouvoir absolu sur la personne, qu'elle soit vivante ou morte. Cannibaliser des parties du corps d'une personne est un signe de puissance totale sur celle-ci. Dans sa quête d'un contrôle complet sur ses victimes, Dahmer ne les a pas seulement mangés, mais il a également essayé de les transformer en vrais zombies. Dahmer séduisait les hommes pour les ramener chez lui. Il perçait ensuite des trous dans leur crâne et y versait de l'acide. Il essayait de créer un zombie, de créer quelqu'un dont l'esprit était toujours là suffisamment pour fonctionner et les maintenir en vie, mais qui ne serait plus en mesure de faire aucun choix. Dahmer a 18 ans et vit encore dans la maison de ses parents dans l'Ohio lorsqu'il tue pour la première fois. Sa victime est un jeune autostoppeur qu'il a ramassé et emmené chez lui. Après quelques bières, l'autostoppeur veut partir. Dahmer l'étrangle. Stephen Hicks, la victime, avait 19 ans. Sa disparition est restée inexpliquée pendant 13 ans. Un porte-parole de la police a bien voulu expliquer ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Jeffrey a ramassé un haltère et l'a frappé derrière la tête. Il l'a ensuite étranglé avec ce même haltère et l'a traîné dans une autre pièce où il l'a démembré. Quelques jours plus tard, il a récupéré les membres de sa victime et s'en est débarrassé. Dahmer a si bien dissimulé les restes que même après avoir dit à la police où chercher, ils n'ont trouvé presque aucune trace du corps de Hicks. Ses camarades de classe se souviennent d'un Dahmer un peu étrange. J'ai toujours eu le sentiment que quelque chose de tragique allait se passer avec lui. Après avoir échoué à l'université, Dahmer a rejoint l'armée pour servir en tant qu'infirmier en Allemagne. Mais il buvait beaucoup et a été réformé au bout de 2 ans. Il a ensuite occupé des emplois plus précaires et est allé vivre avec sa grand-mère à Milwaukee. En septembre 1987, Dahmer rencontre un jeune homme dans un bar gay. Il le tue dans un hôtel à proximité. Dahmer met le corps dans une valise qu'il emporte avec lui chez sa grand-mère. C'est chez elle qu'il va découper le corps avant de le jeter à la poubelle. 1 an plus tard, Dahmer a dû prendre son propre appartement. Sa grand-mère ne supportait plus son ivresse et l'odeur qui se dégageait du sous-sol. Il prétendait que c'était seulement des ordures. Mais Dahmer avait de nouveau tué. En mai 1991, Dahmer attire un garçon de 14 ans dans son appartement. Mais le jeune homme parvient à s'échapper. Une passante alerte la police qui interroge Dahmer. Il prétend alors que le garçon a 19 ans et que ce n'était qu'une querelle d'amoureux. Mais la passante n'y croit pas. Elle contacte la police une nouvelle fois, en vain. Tout est pris en charge, madame. Vous êtes sûr? Madame, je ne peux pas être plus clair. Tout est OK. Il est avec son petit ami dans son appartement où il a même des affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et si c'était un enfant et pas un adulte? Je veux dire, êtes-vous sûr que c'est bien un adulte? Madame, je viens de vous le dire, tout est OK pour nous. J'en suis sûr. Resté seul avec le garçon, Dahmer le tue. L'enquête a révélé plus tard que les officiers de police qui avaient répondu n'avaient pas réellement procédé à toutes les vérifications nécessaires. Dahmer a finalement été arrêté en juillet 1991. Il avait déjà tué et en partie mangé 17 personnes. Sa dernière victime aurait dû être Tracy Edwards.
un jeune homme rencontré dans un centre commercial que Dahmer a convaincu d'aller chez lui. Il offre à son invité une boisson énergisante et tente ensuite de le menotter. Mais Edwards parvient à le repousser et s'enfuit en courant pour alerter la police. Les agents pensent à une fausse alerte jusqu'à ce qu'il demande à Dahmer les clés des menottes. Il devient alors fou furieux, à tel point que les policiers sont obligés d'utiliser la force pour le maîtriser. Mais le cauchemar commence plus tard, quand les policiers remarquent l'odeur de chair humaine en décomposition qui émane de l'appartement. Dahmer avoue. Durant les audiences préliminaires au procès, Dahmer ne montre aucune émotion. Compte tenu de l'horreur de ses crimes, sa santé mentale est remise en doute. Mais à la question « Êtes-vous conscient de ce que vous avez fait ?», Dahmer a répondu oui. Son procès a débuté en janvier 1992. Il a été inculpé de 15 meurtres. Le procureur a refusé son plaidoyer d'aliénation mentale. Le tribunal a entendu à contre-cœur le récit des meurtres commis par Dahmer. On ne parle pas d'une envie de beignets au chocolat. On parle bien d'une envie de cadavre. En février, Dahmer est reconnu coupable. Le juge Lawrence Graham le condamne à 15 peines de perpétuité. Mais en novembre 1994, il est tué en prison. Lui qui cherchait à faire de ses victimes de véritables morts-vivants, a fini par passer de l'autre côté de la barrière. Et il n'en est jamais revenu. La fascination pour Jeffrey Dahmer doit beaucoup à notre peur du cannibalisme, la dépravation ultime. Mais manger des humains n'a pas toujours été un sujet tabou. Il y a toujours eu des exemples de cannibalisme dans la préhistoire. Certaines cultures croient qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'honorer son ennemi que de manger son cœur. Certaines cultures croient qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour maudire votre ennemi que de permettre à son cœur de passer à travers votre système digestif. Le cannibalisme est un phénomène mondial. Ce n'est pas nécessairement un acte du diable. Parfois, c'est la manière par laquelle les gens pensent obtenir le pouvoir, la connaissance, la lignée des familles à travers la mort. À ce jour, le cannibalisme est encore un rituel dans les zones isolées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une tradition consiste à manger les cerveaux de ses proches décédés. Mais dans les années 50, cette pratique a conduit à l'émergence d'une contagion mystérieuse. Certaines tribus cannibales ont plus tard développé une maladie appelée kourou. Elle entraîne la formation de poches d'air spongieuses dans le cerveau. Ils se sentaient de plus en plus confus, potentiellement délirants, perdaient parfois le fil de la réalité. Toutes ces choses semblent similaires aux caractéristiques des zombies que nous voyons à l'écran. Ils ont appelé cette maladie frisson ou kourou. Elle est causée par la consommation de cerveaux infectés par les prions. Un prion est une contagion vraiment effrayante. Quand ils arrivent dans votre cerveau, ils finissent par le transformer en gruyère. Nous ne comprenons pas très bien comment ils fonctionnent. Les prions sont une infection qui ne ressemble à rien d'autre que l'homme connaisse. La plus connue est la maladie de la vache folle. Elle contamine l'homme lorsqu'il consomme de la viande infectée. La victime devient impuissante, comme dans un état de zombie. Un cerveau ravagé par la maladie de la vache folle aura certaines caractéristiques du cerveau zombie. Les victimes ont des secousses myocloniques, ils finiront par devenir ataxiques, incapables de marcher. Ils deviendront aussi de plus en plus confus, délirants. Lorsque nous pensons aux nombreuses possibilités de contagion qui pourraient conduire à une maladie zombie, les prions sont en haut de la liste. Nous pouvons être infectés par des prions. Nous pouvons avoir les symptômes du mort-vivant. Mais cette infection peut-elle bel et bien mener à une contagion à grande échelle ? Les zombies, ils nous terrifient plus que jamais.
Dans l'histoire, quand les sociétés sont face à une menace qui leur est inconnue, qu'elles ne sont pas sûres de la façon de les gérer, le concept des revenants venus nous attaquer devient très populaire. Bon nombre de personnes pensent que la civilisation est plus proche qu'elle ne l'a jamais été de l'effondrement total. Nous pensons que la fin du monde est proche. Il y a tellement d'éléments qui nous oppressent de tous côtés et qui ne demandent qu'à détruire la société. Il y a une guerre mondiale contre le terrorisme, le réchauffement climatique, il y a une crise financière mondiale. Des catastrophes naturelles, des ouragans, la fonte des calottes glaciaires, des tsunamis, des conflits politiques, y compris le terrorisme. Nous sommes arrivés à un point tel que lorsque nous allumons la télé, tout ce que nous y voyons devient un désastre potentiel. Mais la question est, y a-t-il une réelle menace d'apocalypse zombie ? La paranoïa est vraiment au cœur de notre peur des zombies. Vous le savez, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où pourrait être l'ennemi. La peur est en quelque sorte une contagion sociale. À certains égards, la question est de savoir si les zombies existent réellement ou pas. Notre survie en tant qu'espèce est en jeu. Les zombies sont de retour d'entre les morts. Et ils sont plus proches que vous ne pourriez le croire. Vous écoutez Isa Ferro, journaliste reporter pour votre chaîne d'information. Juste derrière moi, des morts qui sont revenus à la vie. Les zombies veulent nous manger. Ils ont aussi une autre mission, celle de nous infecter. Un zombie est rongé par une maladie et a un impératif biologique unique, qui est de répandre le virus en mordant et en consommant des êtres humains. C'est le principe de base. Le but du zombie est de faire d'autres zombies. Sortir et infecter d'autres personnes, c'est le but de leur existence. Il se propage d'une personne à l'autre très vite, parfois par le biais d'une morsure, c'est donc par la salive, d'autres fois directement par le sang du zombie. Une chose est sûre, le virus se propage très vite comme une maladie ou comme une peste. La peste zombie est mortelle et incurable, et elle frappe sans discernement. C'est tout ce que nous craignons le plus dans la maladie. La maladie chasse à l'aveugle. Elle vous tombe dessus, peu importe qui vous êtes, et rien ne l'arrête vraiment. Les films de zombies jouent vraiment avec cette peur, avec l'idée qu'elle peut s'en prendre à n'importe qui. Peu importe ce que nous faisons, même si nous essayons de la combattre, elle se propage. Parce que si vous tuez une personne qui est infectée, elle reviendra en tant que zombie. Il s'agit d'une menace croissante qui ne nous permet pas d'avoir une réponse adéquate. L'hypothèse d'une apocalypse zombie est terrifiante. Non seulement parce qu'elle est mortelle pour nous en tant qu'individus, mais surtout parce qu'elle conduirait à la destruction totale de notre société. Et cela joue vraiment un rôle dans l'idée du voisin contre le voisin, que vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes que vous fréquentez. Votre fille peut être transformée en zombie à tout moment, ou elle peut aussi se retourner contre vous pour se sauver, dans le cas d'une épidémie. Les aspects psychologiques de la peste zombie peuvent en fait être plus dommageables que n'importe quel autre effet direct de la contagion elle-même. Vous seriez en train de combattre quelque chose qui ressemble à votre bien-aimé, mais qui n'est plus votre bien-aimé. Cette personne que vous regardez est maintenant une manifestation vivante du virus, et pour cette raison, elle n'est pas guérissable, et nous devons la tuer. Les fléaux détruisent les liens de la société et de notre humanité. Ils ne se contentent pas de tuer la population, ils brisent les civilisations. Eh bien, la chose terrifiante sur les fléaux n'est pas juste qu'ils nous tuent. C'est également que nous sommes tellement impuissants face à eux. Les fléaux conduisent à la panique. Les gens sont les uns contre les autres. Vous ne pouvez faire confiance à personne. La société tombe en morceaux. L'histoire nous a déjà montré les effets apocalyptiques d'un fléau. Au XIVe siècle, une bactérie s'est propagée de l'Asie à l'Europe, tuant un tiers de sa population en moins de 2 ans. Ils ont appelé cela la peste noire, connue plus tard comme la peste bubonique.
Au départ, les estimations concernaient de 25 à 35% de la population en Europe. La littérature plus récente parle de 40, 45, 50%. Le taux de mortalité démographique était incroyable. Les personnes qui ont vécu la peste noire l'ont ressenti comme une apocalypse. Si l'on définit une apocalypse comme un événement horrible, quelque chose qui décime la société, que les composantes de base de l'infrastructure sociale, le droit, l'ordre, le gouvernement ont disparu, ceux qui ont survécu ont vécu essentiellement un scénario apocalyptique. Sans explication scientifique, impossible de savoir pourquoi la population était décimée. Il n'y avait aucun remède. Le peuple était impuissant face à sa propre disparition. Elle a traversé les frontières, elle s'est déplacée d'un pays à l'autre et il était presque impossible pour eux de l'arrêter. Ceux qui ont survécu ont tenté d'expliquer la dévastation par une punition divine. Les gens avaient toutes sortes de théories sur l'origine de la peste noire, mais toutes tournaient autour du surnaturel. Et généralement, parce que c'était une société assez religieuse, c'était la colère de Dieu. Ils ont essayé de se repentir, mais leurs prières sont restées sans réponse. En l'an 1400, la population mondiale a diminué de 100 millions. Comme une apocalypse zombie, la peste noire était incompréhensible et sa force de destruction absolue. Si vous voulez un exemple de ce à quoi une apocalypse zombie pourrait ressembler, c'est la peste noire. La chose terrifiante sur ces fléaux, ce n'est pas seulement qu'ils peuvent vous tuer, mais qu'ils déséquilibrent tout ce que nous connaissons. Ils désintègrent complètement l'atmosphère culturelle. Puis, en 1918, une peste encore plus meurtrière a frappé. Cette fois-ci, la contagion s'est propagée à travers le globe. 50 millions de personnes ont perdu la vie en moins de 3 ans. Il s'agissait de la grippe espagnole, la première apparition du redouté virus H1N1 ou grippe aviaire. Elle a probablement tué plus de personnes dans un laps de temps plus court que n'importe quelle autre épidémie, y compris la peste bubonique. Elle a tué plus de soldats américains pendant la Première Guerre mondiale que le combat en lui-même. La pandémie de grippe de 1918 a été particulièrement déroutante. Contrairement à la plupart des maladies, elle ne frappait pas que les faibles. Ce qui était si particulier dans cette version de la grippe était son impact sur les gens jeunes. Normalement, les flambées de grippe affectent les très jeunes nourrissons et les vieillards qui sont plus sensibles. Mais dans ce cas particulier, les jeunes ont été touchés en grand nombre. Une fois de plus, la maladie a décimé les gens et les sociétés. Mais la grippe n'était pas seule responsable de ce carnage. La mondialisation a aidé la maladie à se propager rapidement et totalement. Une sorte de tempête parfaite a eu lieu dans la première partie du XXe siècle. Nous venions de terminer la Première Guerre mondiale et les infrastructures des sociétés développées précédemment étaient complètement détruites. Au même moment, les gens voyageaient partout dans le monde plus facilement qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Donc toutes ces choses arrivaient en même temps et la grippe espagnole était en mesure de profiter de tout cela. Non seulement nous avons dû prendre le livre de la médecine et le jeter à la poubelle, mais nous étions conscients que c'était la grippe, juste la grippe. C'était terrifiant, car on l'avait sous-estimée. Au début, les gens disaient « c'est la grippe, elle ne va pas tuer des gens. Nous n'allons pas arrêter de gouverner, nous n'allons pas déclarer un état d'urgence en raison de la grippe, voyons. » Je pense que c'est exactement comme cela que beaucoup de gens réagiraient à un fléau zombie. La pandémie de grippe espagnole nous donne un aperçu de ce à quoi ressemblerait une apocalypse zombie. Vous pouvez être sûr que la première réaction des gouvernements face aux zombies serait un échec. Ils vont probablement essayer de rassurer le public, car ce dont les gouvernements ont le plus peur, c'est la panique sociale. C'est lorsque vous avez un manque de foi dans les institutions gouvernementales que la confiance du public s'effondre et que ce genre de scénario post-apocalyptique commence à devenir envisageable. Comme dans une apocalypse zombie, la grippe espagnole a dévasté des populations entières, parce qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas imaginer l'éventualité d'une extinction. Et pire encore, en période de pandémie, le déni peut rapidement céder place à la panique. Dans tous les scénarios de peste, nous passons par une phase de négation, qui a ensuite un effet boomerang dans la panique de masse.
Lorsque dans le passé les fléaux ont frappé la société, il y a d'abord presque toujours un sentiment de panique ou d'incertitude, lié en grande partie au fait que les gens ne connaissent pas les causes du fléau. Et jusqu'à ce que vous en connaissiez la cause, il y aura diverses et larges théories du complot. À notre époque aussi, des pandémies potentielles ont émergé, agitant le spectre d'une apocalypse mondiale. La pneumonie atypique, la maladie de la vache folle, le virus du Nil occidental. Elles se sont avérées moins dangereuses qu'au premier abord et nous ont aidés à nous préparer pour la prochaine épidémie, peut-être plus terrible. Le virus du Nil occidental, la grippe H1N1, le virus du SRAS, la maladie de la vache folle, ces virus sont apparemment sortis de nulle part et ont fait couler beaucoup d'encre. À cause de cela, nous sommes plus à même de reconnaître les signes avant-coureurs et capables de les distinguer des autres choses qui rendent les gens malades. Cela serait essentiel pour reconnaître les premiers signes d'une épidémie de peste zombie. Même les scientifiques ont commencé à utiliser le modèle d'une peste zombie comme moyen d'étudier les pandémies. Leurs conclusions ne sont pas vraiment rassurantes. Un groupe de biomathématiciens à l'université Carleton au Canada, qui étudie habituellement les pandémies, a créé un modèle de programmation linéaire très sophistiqué afin de voir ce qui se passerait si nous avions ces types de zombies. Et leur conclusion est plutôt désastreuse. Ils ont déclaré qu'à moins que les zombies ne soient éliminés à un stade très précoce de leur développement, la civilisation humaine telle que nous la connaissons serait anéantie. Les zombies seront bien trop nombreux pour que l'humanité résiste. D'autant plus qu'ils se déplacent rarement seuls, mais en horde. N'importe qui peut gérer un zombie. Vous pouvez manger un sandwich pendant que vous vous éloignez d'un zombie. Donc 1 ou 5 zombies, ce n'est pas un problème. Mais une horde de zombies, là oui. Les zombies se déplacent lentement, mais ils ne cessent jamais d'avancer. Et pire encore, ils se multiplient et se multiplient. Ce qui rend une horde de zombies si puissante, c'est leur nombre. Ils sont en nombre infini, ce sont des bataillons de la mort. Ils sont si nombreux qu'on dirait une armée. Les tuer est inutile. Ils sont déjà morts. Et ce qu'ils n'ont pas en vitesse, ils le gagnent en persistance. Les zombies sont implacables, sans jambes, ils rampent sans pieds, ils continuent à ramper sans mains, ils se traînent vers vous. D'une certaine façon, ils ont juste besoin de se déplacer de leurs dents. Le choc d'une invasion de zombies n'est pas seulement dû à leur nombre ou au fait qu'ils soient implacables. Ils vous encerclent, fermant toute issue possible. La réaction première des gens est de trouver un endroit où ils peuvent se barricader pour que le zombie ne puisse pas les atteindre. Mais le problème avec ça, c'est que vous êtes coincé dans une pièce sans nourriture, sans eau ou en quantité limitée dans le meilleur des cas. Le siège est un thème commun à tous les scénarios d'invasion zombie. La horde qui progresse entoure une poignée de héros qui se terrent dans une position de défense. La guerre de siège a été utilisée avec beaucoup de succès. De l'histoire des Wisigoths à celle des Mongols, en passant par celle des nazis. C'est vraiment une guerre d'usure. Avec une attaque de zombies, c'est le summum de la guerre de siège, parce que vous avez un ennemi dont les ressources ne vont pas s'épuiser. Ils ne vont pas partir et abandonner le combat. Vous savez que dans une guerre d'usure, les zombies vont gagner. La horde que rien n'arrête provoque une angoisse profonde ancestrale. La peur d'être en infériorité numérique, encerclé et détruit. Si nous remontons à l'origine de l'humanité, donc à l'homme des cavernes, il est ainsi nommé pour une raison. Vous aviez 3 murs de pierre et puis une ouverture. Ils se sont barricadés dans un endroit où ils se sentaient assez en sécurité pour garder tout ce qui était mauvais à l'extérieur. Tout au long de l'histoire humaine, il y a une peur primaire de la horde. Il y a toujours le risque, lorsque vous et votre groupe avez mis en place une civilisation, que sur la prochaine colline, il y a un groupe de personnes qui n'aient rien fait de tout cela, et qu'ils aient faim et soient désespérés, qu'ils essaient de vous prendre tout de suite. Cela est arrivé. L'histoire humaine est jonchée de cadavres, de civilisations mortes qui sont tombées car une horde avait envahi leur cité. Un des exemples les plus célèbres de hordes destructrices est apparu à Rome au 5e siècle. Pendant près d'1 millier d'années, la ville romaine était au centre de l'empire le plus puissant sur Terre. C'était jusqu'à ce que les barbares du Nord arrivent, les Wisigoths.
Les Romains étaient terrifiés par les Visigoths. Brusquement, ils furent encerclés par ces barbares brutaux, sauvages, qui étaient sur le point de détruire leurs lieux les plus sacrés et mettre effectivement leur ville à sac. C'était la fin de leur civilisation. En 2 ans, les Visigoths ont entièrement absorbé Rome. La ville dite éternelle n'était plus. « 800 ans plus tard, la horde la plus célèbre de l'histoire a ravagé l'Asie centrale, abattant tout sur son passage, les Mongols. D'ailleurs, c'est d'eux que vient le mot horde. Ils ont apporté une nouvelle brutalité à la guerre, qui consistait à bouillir et écraser les victimes, et à catapulter les têtes coupées. Toute armée d'invasion est terrifiante, mais il y a une raison pour laquelle nous parlons encore des envahisseurs mongols. Ils pillaient, ils mangeaient leurs prisonniers. Ils furent particulièrement brutaux dans leurs tactiques. Il y a des moments où nous sommes confrontés à une menace écrasante, quelque chose de si vaste, de si grand que cela nous effraie et nous détache même de notre propre groupe de protection. La horde mongole en est un parfait exemple. C'est tellement rapide et tellement énorme qu'il n'y a pas de défense adéquate. Au milieu du XIIIe siècle, la horde mongole a fait irruption dans la ville de Bagdad et a dévasté le joyau de l'Empire islamique. Pendant des siècles après cela, la ville, si étincelante à une époque, était une épave. Nous parlons du pillage de Rome en 410. Nous parlons de la façon dont le pillage de Bagdad par les Mongols a mis fin en quelque sorte à l'âge d'or islamique. Je pense que le fait que tout ce que nous construisons peut être détruit par une horde est ancré dans notre esprit. Beaucoup de théories d'invasion zombie décrivent une ville assiégée par une armée implacable dont le but est la destruction totale. Ce scénario s'est joué plus récemment, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, les nazis étaient la horde. Lorsque nous parlons de l'apocalypse zombie, nous avons une tendance à considérer que c'est quelque chose d'abstrait. Mais en fait, nous l'avons réellement vu à travers le monde. Un bon exemple est le siège de Leningrad. Leningrad, 1941. Des milliers de soldats nazis encerclent le Capitole culturel soviétique, déclenchant un des plus longs et plus meurtriers sièges de l'histoire. La bataille fit rage pendant près de 900 jours. Des milliers de personnes sont mortes de faim dans les rues. Cela s'appelait la ville héroïque et la majorité des citoyens étaient en effet héroïques, mais il y avait toujours un marchand noir pour vous vendre un petit gâteau de viande. Personne n'a jamais admis qu'il y avait eu du cannibalisme à Leningrad et personne n'a jamais demandé d'où provenait cette viande. Tout le monde était en guerre. Il y avait constamment des meurtres, il y avait du cannibalisme, il y avait toutes sortes d'horreurs. C'était la guerre absolue totale. Toute personne vivant à cette époque vivait la fin du monde. Je pense que la Seconde Guerre mondiale à l'Est ressemble plus à une guerre zombie que la Seconde Guerre mondiale à l'Ouest. Brutalement, les Russes voyaient des panzers roulant à travers leurs champs de blé. Aucune négociation possible. Churchill a dit que les nazis étaient des barbares mécanisés. Le mot barbare signifie qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Et c'est ça qui est absolument terrifiant pour les gens. Hitler est un monstre de cruauté, dont la soif de sang et de rapine est insatiable. Mais contrairement à n'importe quelle autre armée dans l'histoire, un siège zombie peut arriver non seulement de la colline d'en face, mais de notre propre communauté, voire de notre propre maison. Et le plus terrifiant, c'est que le zombie pourrait être un monstre que nous avons libéré. Dans beaucoup de fictions zombies, on voit que ce sont les humains la cause de l'épidémie. C'est la guerre biologique, c'est quelque chose que nous avons créé. Nous pourrions être responsables du retour des morts parmi les vivants, mais involontairement. Très souvent, la création de zombies est non intentionnelle mais arrive par accident dans un laboratoire secret du gouvernement. Dans beaucoup d'histoires, les humains tentent d'exploiter la puissance de la nature à leur propre fin. Mais la technologie créée finit par déclencher une force destructrice qui enclenche l'apocalypse zombie. Il y a derrière tout cela l'idée qu'en quelque sorte, nous avons fabriqué quelque chose par la radiation.
le génie génétique, une arme bioterroriste, quelque chose. Nous avons fait quelque chose pour libérer cela. Il y a la crainte qu'en jouant avec la science, nous sommes en fin de compte en train de jouer avec notre propre destin. La création de ces sortes de super microbes finira par causer notre perte. La crainte de la puissance destructrice de notre technologie est ancienne. Dans la mythologie grecque, Prométhée dérobe le feu de Zeus et le donne à l'humanité. Comme punition, Zeus envoie Pandore qui ouvre une boîte et libère la somme de tous les maux dans le monde. Le mythe de Prométhée est l'histoire originale de quelqu'un qui va trop loin, qui vole le feu aux dieux et qui est puni pour ça. Le mythe zombie s'inscrit dans cette peur de créer quelque chose qui va nous détruire. La morale du mythe est que si vous touchez à la technologie dangereuse, elle vous détruira. Dans les versions ultérieures du mythe, Prométhée façonne la race humaine à partir d'argile, puis lui donne le feu. Zeus le punit en l'enchaînant à un rocher sur lequel un aigle vient festoyer sur sa chair. Il existe des contes qui nous mettent en garde contre l'homme qui se prend pour Dieu. Vous ne devez pas essayer de créer vos propres démons. Finalement, ce qui est mort doit rester mort. Dans le mythe de Prométhée, l'homme se prend pour Dieu et il est dévoré. Dans le folklore juif, il existe une autre histoire sur la façon dont les créations de l'homme peuvent se retourner contre lui. C'est le célèbre conte du golem. Dans la tradition juive, il y a l'histoire du golem, à qui un rabbin de Prague au XVIe siècle a donné la vie pour protéger les juifs de la persécution. Le golem échappe à tout contrôle et devient une sorte de monstre puissant implacable. Le golem devient de plus en plus violent, tuant juifs et non-juifs. Il finit même par se retourner contre son créateur. Le golem devient fou et c'est à son créateur de décider comment il peut être détruit. Le rabbin est alors obligé de tuer le golem en enlevant l'amulette autour de son cou, celle avec laquelle il lui avait donné la vie. Le golem est un conte parfait. Il nous montre pourquoi nous ne devons pas essayer de nous prendre pour Dieu. C'est le conte classique de mise en garde. Nous n'en savons pas assez sur l'univers, mais nous pensons tout savoir. Et l'orgueil est souvent quelque chose qui revient nous détruire. En 1816, Mary Shelley écrit son propre conte, édifiant, sur le potentiel destructeur de la technologie. Elle crée le zombie le plus célèbre de l'histoire, le monstre du docteur Frankenstein. Le sous-titre du livre est le Prométhée moderne. Une autre histoire, un autre avertissement de ce qui arrive quand l'homme essaye de se prendre pour Dieu. Mary Shelley a écrit Frankenstein à une époque de grande innovation scientifique. Ce livre contestait la façon dont les gens se référaient à Dieu, au savoir et à ce qui était possible et impossible. Certaines personnes avaient peur que nous bricolions avec la nature d'une manière plus négative que positive. Shelley s'est inspiré de l'histoire de Prométhée, d'un mortel fait à partir d'argile, mais dans son histoire, le docteur Frankenstein apporte la vie aux morts. Il construit son propre monstre, en cousant des segments de cadavres. Et pour lui donner la vie, il le stimule électriquement. On appelle ce procédé la galvanisation. La galvanisation est une théorie qui a vu le jour à la fin des années 1700. Selon cette théorie, si vous appliquez une charge électrique à un cadavre, ça pourrait le ranimer. Au début du 19e siècle, un scientifique italien nommé Giovanni Aldini utilisa cette technique pour tenter de ranimer les cadavres de criminels exécutés. Les expériences d'Aldini ont produit des spasmes musculaires, tics du visage et des réactions dans le cœur d'un cadavre. Les journaux londoniens ont rapporté à tort que le forçat George Forester avait été ramené à la vie. Le cas de George Forester, électrifié jusqu'à ce qu'il revienne d'entre les morts, a été l'une des principales influences de Mary Shelley pour l'écriture de Frankenstein. Dans Frankenstein, je pense que Mary Shelley a voulu faire un grand commentaire sur la technologie en avance sur nous. Ces nouvelles technologies ne devraient pas nous permettre de nous prendre pour Dieu. Nous devrions accepter la mort comme étant la mort. Lorsque Shelley écrivit Frankenstein, les gens ont craint que la science et la nouvelle technologie ne détruisent leur mode de vie. Mais en 1968, lorsque George Romero a réalisé La Nuit des Morts Vivants,
Ils ont craint que notre technologie puisse complètement détruire la vie. La Nuit des morts vivants est sortie en 1968. C'était en pleine guerre froide, et il était certain que la race humaine était en train de se diriger vers les frontières de la destruction nucléaire. Dans le film de Romero, les origines de la peste zombie restent vagues. Mais il suggère qu'elle est liée à une fuite nucléaire d'un satellite de la NASA. Les zombies de Romero invoquent une peur ancienne. Nous sommes finalement contrôlés par la technologie que nous avons développée pour qu'elle contrôle le monde. Aujourd'hui, les armes biologiques sont devenues notre Frankenstein. Un agent pathogène n'a pas besoin d'avoir des réservoirs. Il est petit et facilement transportable. C'est le genre d'arme qu'un groupe terroriste pourrait utiliser parce qu'ils ne peuvent pas mettre sur le terrain une armée assez grande pour combattre un pays tel que le nôtre. Donc, leur armée serait composée de virus, de bactéries, de prions et de choses qu'ils pourraient utiliser pour créer des dommages illimités. La guerre biologique est en fait une vieille histoire. En 1346, une armée mongole encercla l'avant-poste commercial génois de Kaffa sur la péninsule de Crimée. Au lieu d'utiliser la puissance du feu, les Mongols ont attaqué avec des cadavres. Leurs armées ont été frappées par la peste et ils ont lancé des cadavres sur Kaffa pour propager la maladie. À ce moment-là, les personnes qui étaient en ville ont commencé à s'en aller. C'est le premier exemple de guerre biologique utilisée au combat. Les survivants en fuite ont ensuite répandu la peste dans toute l'Europe. Aujourd'hui, les scientifiques ont appris à fabriquer des virus et à les utiliser comme des armes. En 2001, des colis du virus mortel de la fièvre charbonneuse, l'anthrax, ont été envoyés par la poste à des cibles à travers les États-Unis, tuant 5 personnes et en infectant 17 autres. Pensez à ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis, où les attaques à l'anthrax ont eu lieu juste après les attentats du 11 septembre. À certains égards, ces attaques à l'anthrax ont finalement provoqué des paniques plus grandes que les premières attaques terroristes. La menace de l'anthrax était étrangement similaire aux horreurs d'une apocalypse zombie. L'anthrax lui-même tue en partie en rongeant la chair humaine. Et dans les cas des attaques de 2001, les enquêteurs ont retrouvé la source de l'anthrax dans un laboratoire américain d'armes biologiques. Une fois de plus, ceux qui ont joué avec le feu se sont brûlés. La crainte est que quelque chose qui se soit développé, de façon volontaire ou non, puisse affecter la population de façon très sérieuse. Si c'était le cas, quelles en seraient les ramifications? Alors comment quelque chose qui est toujours en cours d'élaboration pourrait être maîtrisé? Les craintes d'une apocalypse zombie qui arriverait maintenant impliquent souvent la menace renouvelée du bioterrorisme. Il y a beaucoup de discussions dans les médias et dans l'armée pour savoir si un virus zombie pourrait être militarisé. Et la réponse est effectivement oui. Il y a beaucoup d'agents pathogènes différents, de parasites, de combinaisons de maladies facilement transformables en armes et qui pourraient créer une peste zombie. Est-ce qu'un fléau zombie est vraiment possible? Il ne fait aucun doute que nous disposons de la technologie qui pourrait mener à notre perte. L'impensable devient imaginable. Pire, envisageable. Du côté des citoyens, mais pas seulement. Nos gouvernements s'intéressent de près à la possibilité d'une invasion zombie. Quand ils sont venus m'interroger, je leur ai dit qu'il fallait créer un groupe de travail sur les zombies et qu'il fallait penser à une manière d'encourager la population à réfléchir à sa préparation personnelle. Le monde entier doit être prêt à ce qui s'annonce comme la pire pandémie qui ait jamais eu lieu. Les germes ne connaissent pas de frontières, ils ne comprennent pas les politiques nationales. Alors, les films ne seront plus d'aucune aide. Chacun devra élaborer sa propre stratégie pour survivre. La survie, ce n'est pas seulement une question d'équipement ou de fusil. C'est surtout d'avoir la volonté nécessaire pour traverser les difficultés. Certains, comme la Brigade Zombie, se sont déjà réunis afin de se préparer à l'inévitable. Nous avons des auteurs, producteurs de cinéma, scientifiques, physiciens nucléaires et militaires, tous réunis pour centraliser cette formidable masse d'informations. La réalité a bel et bien rejoint la fiction. Mais êtes-vous prêt à l'accepter? Les zombies reviennent d'entre les morts. Ils se délectent de la chair humaine. Les zombies ont toujours faim. C'est la caractéristique distinctive du zombie moderne. Il n'en a jamais assez. Quand les gens ont faim, ils mangent n'importe quoi. Ils se répandent comme un virus.
N'importe qui, n'importe quand, n'importe où pourrait être l'ennemi. Nous envahissent telle une armée invincible. Les zombies sont implacables, sans jambes, ils rampent sans pieds, ils continuent à ramper sans mains, ils se traînent vers vous. D'une certaine façon, ils ont juste besoin de se déplacer de leurs dents. Ils représentent ce dont nous sommes le plus effrayés. Les zombies sont les monstres les plus effrayants de l'histoire. Les zombies sont dans les films, les bandes dessinées, à la télévision. Mais que ferions-nous s'ils étaient bien réels ? Certaines personnes se préparent déjà à ce que les morts reviennent à la vie. L'ancien vice-président Richard Cheney a parlé du problème du 1%. S'il y avait même ne serait-ce qu'une chance sur 100 qu'Al-Qaïda lance une attaque terroriste, les conséquences seraient si graves que cela vaudrait la peine de prendre toutes sortes de contre-mesures possibles pour empêcher que cela ne se produise. Maintenant, admettons que la probabilité d'une attaque de zombies soit beaucoup plus faible, les conséquences seraient si graves que nous devrions nous engager dans une politique de planification dès maintenant, plutôt que d'attendre l'inévitable. Se préparer à une apocalypse zombie est la meilleure façon de se préparer au pire. Qu'il s'agisse d'une invasion de morts-vivants ou de tout autre événement catastrophique. J'ai une trousse de secours zombie. Cela s'appelle mon kit de tremblement de terre et tout ce qu'il y a dans ce kit serait utile en cas de fléau zombie, même le pied de biche. Tout ce qui se trouve dans votre trousse de préparation zombie se trouve dans une trousse de préparation catastrophe. Votre maison est prête, vous disposez d'un approvisionnement en eau et en nourriture pour au moins 3 jours. Si votre maison ou le lieu où vous habitez n'est pas sûr, vous avez un plan. Pour survivre à une catastrophe, il ne suffit pas d'avoir des réserves. Il faut aussi acquérir des compétences réelles de survie. J.L. Bourne, un officier de la marine formé à la survie et auteur de romans populaires sur les zombies, se prépare à la possibilité d'une invasion. La survie ne se résume pas au fusil, aux pansements, aux haricots et à une grotte quelque part. Il faut également penser à ce dont vous avez besoin pour survivre et aux compétences que vous avez besoin d'acquérir. Mais seules les techniques de survie ne suffisent pas. La survie, ce n'est pas seulement une question d'équipement ou de fusil. C'est surtout d'avoir la volonté nécessaire pour traverser les difficultés. Comment se préparer à survivre à une apocalypse zombie? Quelque chose que nous n'avons jamais connu auparavant. Dans la culture populaire, partir est la meilleure option. Il suffit de prendre votre sac, votre fusil, votre équipement, de partir ailleurs et de devenir un nomade. En réalité, partir devrait être l'une des solutions de dernier ressort. Restez dans les lieux aussi longtemps que possible. Si vous restez sur place, alors vous devez être prêt à transformer votre maison en forteresse. Pour fortifier une maison standard, il vous suffit d'aller dans une quincaillerie et d'acheter du contreplaqué, d'être prêt, comme vous le feriez pour un ouragan, à protéger vos fenêtres. Les experts en survie appellent à vous barricader chez vous. Si la forteresse cède, il faut évidemment fuir. Mais cela doit rester votre dernière option, et ce, pour une bonne raison. Vous devrez renoncer à tous vos biens. Si je devais me sauver, j'emporterais avec moi certaines choses. Après l'eau, la nourriture est la deuxième chose la plus importante. J'emmènerais aussi une trousse médicale et un miroir de signalisation. Je pourrais utiliser du feu même si le briquet ne marchait plus. Je ferais aussi en sorte de me protéger contre les menaces que je pourrais rencontrer. J'emmènerais sans aucun doute une arme à feu avec moi. Ma priorité serait de voyager léger parce que porter trop de poids provoque des douleurs. Pendant la fuite, la marche pourrait bien être votre seul mode de transport. Si vous croyez que vous pouvez marcher 40 km par jour avec un sac à dos au cours d'une apocalypse zombie, vous vous trompez vraiment. Sans réseau cellulaire, sans GPS, sans carte, comment savoir où aller?
Vous pouvez perdre beaucoup de calories en prenant la mauvaise direction. Trouver la bonne va être primordial. Vous pouvez utiliser une boussole ou le soleil. Certaines personnes aiment utiliser la végétation ou la mousse qui pousse sur un arbre. Vous pouvez trouver une direction générale en utilisant un moyen de signalisation urbaine. Si vous regardez ces petites antennes paraboliques au sommet de certains bâtiments, ils pointent généralement vers le sud. Une fois la direction trouvée dans le désert post-apocalyptique, les objectifs sont extrêmement simples. En haut de ma liste de priorités, si je dois me déplacer sur un terrain, il faut qu'il y ait une source d'eau. Il me faut un endroit où je pourrai remplir ma bouteille d'eau et la purifier. Juste après ça, ce sera la nourriture. Idéalement, on peut en trouver dans un magasin abandonné. Mais ne misez pas tout là-dessus car il y a des chances qu'il ait déjà été dévasté. Votre plan de secours devra donc être de chasser le gibier sauvage. Que se passera-t-il si le gibier sauvage se fait rare? Parfois, la survie dans un scénario apocalyptique requiert les compétences d'un pionnier. D'autres fois, celle d'un insurgé. Je vais devoir garder mes yeux ouverts pour trouver les maisons abandonnées où je pourrai trouver de la nourriture. Lorsque vous approchez d'une maison, vous devez être très prudent. Vous devez être sûr qu'elle soit abandonnée, sinon il faut communiquer avec ceux qui sont à l'intérieur afin qu'ils sachent que vous n'êtes pas hostile. Une fois à l'intérieur, la mission est simple. Trouver les éléments essentiels à la survie. Nourriture, eau, abri et sécurité seront mes priorités. Je chercherai des choses comme des sacs poubelles en plastique pour pouvoir faire un capteur d'eau solaire. Je chercherai des choses comme des bougies également. J'irai dans la cuisine ou dans la salle de bain pour trouver de l'eau de javel pour purifier l'eau. À travers le monde, les citoyens essayent d'imaginer à quoi pourrait ressembler une invasion de morts-vivants. Même le gouvernement américain est sur le qui-vive. En mai 2011, les très sérieux centres de contrôle des maladies ont publié une note officielle sur les moyens de survivre à une apocalypse zombie. Un homme de la CCM a écrit sur le blog officiel un article sur les zombies. Et le point fort portait sur le fait que la préparation à une apocalypse zombie est exactement la même que pour toutes les autres catastrophes dont nous avons entendu parler depuis les 10 ou 15 dernières années. Quand ils sont venus m'interroger, je leur ai dit qu'il fallait créer un groupe de travail sur les zombies et qu'il fallait penser à une manière d'encourager la population à réfléchir à sa préparation personnelle. Les zombies sont la menace parfaite du 21e siècle. Pensez au genre de menaces auxquelles nous devons faire face, les pandémies, le changement climatique, les attaques terroristes. Le zombie est très similaire à ces menaces bien définies. Si vous pouvez faire en sorte qu'un groupe de jeunes apprenne à s'approvisionner en nourriture et en eau et en matériel médical, que vous leur parliez de zombies ou non n'est pas important, l'objectif est qu'ils soient prêts. Une attaque de zombies entraînerait une crise d'une ampleur inimaginable. Mais à quoi ressemblerait l'invasion? L'apocalypse serait progressive. Les premiers témoins des infections seraient les médecins. Lors d'une apocalypse zombie, n'importe quel hôpital où les victimes seraient amenées deviendrait Ground Zero. Les hôpitaux effectuent régulièrement des exercices de simulation de catastrophe. Nous avons eu un exercice où 20 de nos employés agissaient en tant que patients et même si notre hôpital est plutôt grand, les ressources de l'hôpital pour s'occuper de ces 20 patients ont été mises à l'épreuve. Alors imaginez si nous étions confrontés à des patients par milliers. C'est la question d'amplitude qui rend l'apocalypse zombie si terrifiante et si dévastatrice en termes d'optimisme. Les premiers intervenants auraient peu de temps pour réagir. Les hôpitaux seraient rapidement dépassés. La première ligne de défense pour une invasion de zombies est de garder nos têtes au sens propre et au sens figuré. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu avant, mais c'est quelque chose que nous maîtrisons mieux depuis les 10 dernières années à cause de l'émergence de pandémies. Quand un patient infecté arrivera, les médecins verront des symptômes inhabituels. Ils essaieront peut-être de le traiter avec des médicaments, mais ils ne vont pas savoir aborder cette chose qui doit absolument être arrêtée. Les médecins ne vont pas tuer leurs patients pour les empêcher de contaminer d'autres personnes. Tandis que l'infection se propagera et que la population succombera au virus, les infrastructures s'effondreront. Le réseau va rapidement s'écrouler. Il y aura des perturbations électriques, de gaz et d'autres choses, parce qu'il n'y aura tout simplement pas assez de personnes pour occuper ces postes et maintenir l'infrastructure en marche. L'ordre social commencera à s'effriter. Dès que les gouvernements tomberont, la société en tant que telle essaiera pendant un court laps de temps de maintenir un certain ordre. Mais puisque nous n'aurons pas de figure de proue centrale,
Il y aura un certain nombre de différents groupes d'hommes qui s'affronteront et puis tout se déchaînera. Avec les systèmes d'approvisionnement perturbés, trouver de la nourriture et de l'eau deviendra une lutte vitale. Avec la mondialisation, nous sommes devenus plus dépendants d'une livraison quotidienne. Que se passera-t-il quand les camions ne rouleront plus? Que se passera-t-il lorsque les navires s'arrêteront de naviguer et les avions de voler? La chose effrayante à propos d'une apocalypse zombie, c'est qu'ils peuvent nous tuer de bien des façons qui n'ont rien à voir avec le contact physique réel. Ils peuvent nous tuer de faim, ou de déshydratation ou par la maladie. Comme dans toute catastrophe, la survie dépendra d'une bonne communication. Utilisez ce qui reste des médias pour partager des informations avec les survivants. La première ligne de défense contre une invasion de zombies serait la communication de l'information. Si nous gardons la tête froide, si nous sommes capables de comprendre la nature de la menace, alors les choses comme les téléphones cellulaires et Internet, les SMS, seront notre première ligne de défense. Ça semble amusant que Twitter puisse en fait se placer entre nous et l'apocalypse, mais ça pourrait tout à fait être vrai. La communication sera essentielle, mais elle ne suffira pas. L'armée devra mobiliser son arsenal pour lutter contre la horde de zombies. Il lui faudra développer une nouvelle stratégie militaire. Les armées modernes vont devoir repenser leur stratégie lorsqu'ils auront affaire à des hordes de morts-vivants. Ils vont devoir apprendre les tactiques nécessaires pour échapper à leur ennemi. Je pense que l'armée moderne tirera beaucoup moins et s'échappera plus lorsqu'il s'agira de faire face à une horde de zombies. Vous tirez avec une arme à feu pour tuer un zombie et il pourrait y en avoir 10 000 dans le coin qui entendront le coup de feu. Même avec une nouvelle stratégie, aucune armée ne pourra gagner à elle seule. Notre survie dépendra également de la communauté internationale. Les frontières devront être scellées et le pays infecté isolé afin d'arrêter la propagation du virus. Les germes ne connaissent pas de frontières, ils ne comprennent pas les politiques nationales. Il y a une réelle incitation à identifier très rapidement ce qui se passe et à partager cette information. Vous obtiendrez de l'aide d'autres pays pour prendre soin de votre foyer. Vous obtiendrez des informations supplémentaires pour essayer de comprendre rapidement comment se débarrasser de l'épidémie. Les pandémies passées ont démontré qu'une communication ouverte entre les gouvernements et les citoyens était cruciale pour mettre fin à une épidémie mortelle. Les régimes autoritaristes sont réticents à admettre qu'ils ont un problème. Repensez à 2003, lorsque la première épidémie SRAS a éclaté en Chine. La Chine a dissimulé des informations qui étaient vitales pour le reste du monde. Ils ont appris que leur volonté de donner des informations de façon sélective les a plus mis en danger qu'autre chose. En fait, ils ont dû sortir au grand jour en quelque sorte afin de s'aider eux-mêmes. L'épidémie de pneumonie atypique a été exemplaire pour les communautés dans le monde entier. Et il est aujourd'hui beaucoup moins probable que les pays fassent de la rétention d'informations sur ce qui se passe. Pouvons-nous compter sur les chefs d'État pour nous sauver de l'anéantissement total? L'histoire démontre encore une fois que les gouvernements ne sont pas toujours l'atout le plus fiable en cas de catastrophe majeure. Katrina nous a montré à quoi une apocalypse zombie pourrait ressembler. Nous avons assisté à un effondrement complet du système à tous les niveaux, du président jusqu'au département de la police de la Nouvelle-Orléans. On a vraiment vu une ville se désintégrer jour après jour, jusqu'à voir des gens debout sur les toits, brandissant des pancartes, appelant à l'aide, et c'est exactement ce que nous verrions dans une épidémie de zombies. Les leçons tirées des événements comme l'ouragan Katrina ont aidé les gouvernements à travers le monde à repenser leur stratégie d'intervention en cas de catastrophe. Mais face à une apocalypse zombie, même les plus grands efforts pourraient être insuffisants. Toutes les bureaucraties, y compris la santé publique et les bureaux des premiers intervenants, sont formés à des procédures d'exploitation normalisées. Ils développent tous des procédures d'utilisation normalisées pour rendre routinières leurs interactions avec le monde extérieur. Je pense qu'on peut dire que les morts vivants représenteraient un résultat non standard. Donc selon toute vraisemblance, si ces autorités devraient traiter avec des zombies, ils commettraient au début des erreurs sans même le savoir. La politique bureaucratique sur cette question serait sanglante dans tous les sens du terme. Si nous ne pouvons compter ni sur le gouvernement, ni sur nous-mêmes pour nous sauver, alors notre pire cauchemar deviendra réalité. Les zombies envahiront la planète entière et la dévasteront. Mais une nouvelle génération apparaîtra. La génération Z.
La génération d'enfants qui a grandi dans une peste zombie aurait grandi dans la misère et ils seraient beaucoup plus costauds. Ils seraient l'équivalent de mes grands-parents de la Seconde Guerre mondiale qui, jusqu'à leur mort, lavaient encore leurs sacs en plastique et mettaient de l'eau dans la bouteille de jus de raisin, car nous devions faire durer les choses. Lorsque l'on compare les générations et comment elles évolueraient dans l'apocalypse zombie, on pense évidemment à la grande génération de la Seconde Guerre mondiale. Elle était très robuste, elle a survécu à la dépression et à une guerre terrible. Alors que la société se reconstruira, à quoi le nouveau monde ressemblera-t-il? Après une apocalypse zombie, l'économie va changer radicalement vers quelque chose qui ressemblera plus à du troc et à une économie basée sur la production. Nous allons être obligés de produire pour consommer et apprendre à faire des choses avec nos mains. Les industries de haute technologie disparaîtront. Une société post-apocalyptique privilégie les besoins humains fondamentaux. Toute personne qui n'est pas immédiatement en mesure de contribuer à la défense ou à la chaîne d'approvisionnement sera un citoyen de seconde zone. Les professions qui seront extrêmement valorisées seront dans les secteurs qui sauvent des vies et nourrissent les gens. Les médecins et les agriculteurs seront essentiels. Les ingénieurs, les mécaniciens vous permettront de produire de l'électricité pour faire tourner les infrastructures. Comment ça se passe là-haut? Après ce désastre à grande échelle, certains seront tentés d'abandonner l'idée d'un bien commun et de prendre leur survie en main. Dans beaucoup de films post-apocalyptiques et de films catastrophes, on trouve le scénario du loup solitaire, le genre de gars avec son stock d'armes à feu seul contre le monde. Je pense que nous sommes très influencés, mais il n'y a pas que ce genre de choses, il va aussi falloir planter un jardin et en récolter quelque chose. Les survivalistes à la Rambo pensent que ça va être un festival de testostérone, de fusils et de lance-flammes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Il y a ensuite les vrais survivalistes qui comprennent comment purifier l'eau, comment faire pousser leur propre nourriture, comment prendre soin de leurs enfants quand ils ont une maladie, quelles plantes sont bonnes à manger. Ce sont des gens qui survivraient beaucoup plus longtemps que l'aspirant Rambo. Pour la plupart d'entre nous, la survie à long terme dépendra de la coopération, de la reconstruction du tissu social que le zombie aura détruit. Un individu ne peut pas reconstruire une civilisation. La raison pour laquelle nous, en tant qu'espèce, avons survécu et triomphé, c'est parce que nous avons appris à travailler ensemble. Et dans ce pays, le fait de travailler ensemble est en quelque sorte devenu un tabou. La vérité est que dans une crise, les gens ont besoin de se réunir, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de former une sorte de société de protection mutuelle. Les communautés se forment facilement quand tout le monde partage le même besoin, la survie. Mais une fois la menace immédiate passée, avoir un but commun devient bien plus difficile. Au début, nous allons tous nous rassembler pour aller quelque part ou barricader une porte. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais quand viendra le temps de l'attente et que les vraies personnalités ressortiront, pour la survie de chaque groupe, il faudra qu'un leader charismatique émerge. Si nous n'arrivons pas à survivre à une apocalypse zombie, ce ne sera pas forcément dû aux morts vivants, mais à notre propre civilisation. Nous profitons les uns des autres au moment où nous sommes les plus faibles. Nous avons vu tant d'incidents où la société est tombée comme ça. C'est la meilleure façon de tout perdre. Il ne faut pas craindre les zombies. La chose à craindre, c'est ce que les humains sont capables de faire quand ils ont peur. Si la nature humaine est souvent notre pire ennemi, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour empêcher notre autodestruction? À Saint-Louis, dans le Missouri, un groupe d'individus se prépare déjà. Voici la Brigade Zombie. La Brigade Zombie est une organisation qui a commencé avec un groupe d'amis adeptes de films de zombies. Ils se réunissaient pour discuter de la meilleure façon pour survivre plus longtemps que les personnages dans les films. Ils se sont ensuite interrogés sur les vraies compétences nécessaires à la survie. Le message de la brigade est simple. Le modèle de survie du loup solitaire ne fonctionne pas. Pour survivre à une catastrophe majeure, il faut faire partie d'une communauté. Vous êtes beaucoup mieux quand vous avez un groupe de personnes autour de vous qui sont vos amis. Vous travaillez bien avec eux, vous avez une relation avec eux. Le but de la Brigade Zombie n'est pas de tuer des morts vivants. Elle organise des collectes d'aliments en conserve et collecte de sang pour la Croix-Rouge. Nous nous amusons, nous sortons, nous faisons un peu de chahut, mais en même temps nous attirons l'intérêt des gens. Il s'agit de construire une communauté, d'apprendre à se connaître. Avec un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées, vous aurez une meilleure chance de survivre.
Au début, personne ne prenait la brigade zombie au sérieux. Je n'en croyais pas mes yeux. Ils sont habillés en zombies? Est-ce que c'est Halloween? La brigade zombie fournit un excellent matériel et du soutien. Les gens se sont mis à réfléchir à la façon dont nous pouvions construire le tissu social de différentes façons. Nous pensons que si vous êtes préparés pour les zombies, une tornade n'est plus un gros problème. Et un tremblement de terre est une chose à laquelle vous pouvez vous préparer. La brigade zombie a fini par s'imposer. Elle est désormais prise au sérieux. Les membres de la brigade zombie nous ont aidés avec notre formation de l'équipe régionale. Ils ont joué les rôles des suspects et des victimes. Plus le niveau de stress dans la formation est élevé, mieux nous réagirons dans le monde réel. Alors nous rendons tout ça aussi réel que possible. Ce qui a commencé par une communauté en ligne à Saint-Louis est devenu une organisation mondiale avec 28 branches différentes et 20 000 membres actifs. Nous avons des auteurs, producteurs de cinéma, scientifiques, physiciens nucléaires et militaires, tous réunis pour centraliser cette formidable masse d'informations. Tous les membres de la brigade zombie ne croient pas à l'éventualité d'une invasion. En revanche, ils sont tous d'accord sur une chose. Il faut être préparé à la prochaine catastrophe, quelle qu'elle soit. Et si les morts devaient revenir, alors peut-être bien que des groupes comme la brigade zombie ferait basculer les chances en faveur des hommes. L'espoir, c'est qu'en temps de crise, il y ait assez de gens qui se manifestent et montrent leurs meilleures qualités. Ce seront ceux qui se lèveront et prendront position contre les zombies, mais aussi contre les prédateurs humains. S'ils sont assez nombreux, ils seront les points de ralliement pour notre contre-attaque et notre ultime survie. Les zombies sont la plus grande menace imaginable pour la civilisation. Mais une invasion zombie est-elle vraiment possible? Cannibalisme? Science toujours plus audacieuse? Les dérives de l'être humain vont-elles mener à sa perte? Si nous nous préparons à l'impensable, nous pourrons être préparés à l'inévitable. Alors, tiendrons-nous compte des avertissements de l'histoire ou serons-nous condamnés à un sort pire que la mort?